Donc, bonsoir tout le monde. Merci de votre patience. Donc, vous allez me permettre de prendre peut-être quelques petites secondes, 1 minute, pas plus, pour vous présenter notre conférencier. Donc, je suis très heureuse ce soir de vous accueillir à la 3e conférence du cycle de conférences découverte de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs, dont l'objectif du cycle de conférences est d'amener les participants à faire connaissance avec ce nouvel environnement juridique et évidemment informatique que constitue la technologie de la chaîne de blocs. Donc, nous avons eu une première conférence qui portait sur les actifs numériques. La seconde thématique portait sur les principaux usages de ces actifs au sein des entreprises. Et ce soir, donc, nous abordons les nouveaux modèles de transactions immobilières à l'exemple de la tokenisation. Donc, sans plus tarder, je suis très, 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 très heureuse parce que j'ai vraiment eu peur ce soir donc, de vous présenter Maître Erwan Jonchère, qui est avocat. Donc, au niveau de sa formation, Maître Jonchère a une double maîtrise donc, en droit des technologies et en droit des affaires, donc en droit des technologies de l'Université de Montréal et en droit des affaires de Paris 5 Descartes. Il est évidemment avocat chez Lexstart Avocat, un cabinet qu'il a fondé. Auparavant, il a travaillé chez Satoshi Legal Inc. Donc, vous voyez que c'est vraiment un expert de la chaîne de blocs et aussi chez Robic. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Maître Jonchère. Bonjour à toutes et à toutes. Excusez mon retard, je ne pensais pas avoir à utiliser le quart d'heure de politesse à la française en partant 2 heures en avance ce matin. Pas mal d'accidents sur la route et des conditions horribles, donc merci d'avoir pris le temps de rester et surtout de m'écouter. Merci et encore excusez-moi. Donc, très rapidement, je vais me présenter en 2 minutes. Ça, c'était moi quand j'avais des cheveux. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai donc fondé ce cabinet Lexstart Avocat suite à une petite expérience, comme ça a été dit. Mais avant, en fait, j'avais travaillé aussi au laboratoire de cyberjustice, où j'ai fait en fait mon stage du barreau et par la suite où j'ai commencé en fait mon métier en tant qu'avocat. Et c'est là ce qui m'a vraiment donné en fait cette envie de continuer dans l'univers un peu des formations. Et donc, j'espère que ce qui va suivre va vous plaire. Donc, rapidement, le plan qu'on va voir en fait, va être un peu divisé en 4 parties, ce qui n'est pas forcément traditionnel. Mais justement, on va parler en fait, de la différence entre une transaction immobilière et une transaction donc, numérisée sur une chaîne de blocs. Ensuite, on va parler en fait, de différents types de projets immobiliers, parce qu'on va voir qu'il y a des différences en termes de transactions, mais les projets ne sont pas forcément non plus les mêmes. Après, on va aller passer sur un peu plus le concept de NFT, de métavers et un peu la nouvelle folie immobilière qui est arrivée par ce biais-là, avant de continuer dans une dernière étape sur les différents enjeux en fait, qui pourraient être mis en place dans le domaine de la transaction immobilière digitalisée. Donc, j'aurais juste aimé que vous leviez la main pour ceux qui sont un peu à l'aise avec le concept de la blockchain, premièrement. Donc, parfait, il n'y a pas trop à expliquer, j'imagine, la technologie. Au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On s'interrompt 2 secondes, je clarifie un concept et on repart. Moi, que ce soit interactif pour tout le monde aussi et que tout le monde comprenne. Les NFT, qui sait à peu près ce que c'est? On va peut-être s'arrêter un petit peu plus, mais quoi que je vois qu'il y a quand même pas mal de mains levées. Et le métavers, j'imagine que tout le monde en a entendu parler depuis que Facebook s'est renommé. Donc ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question. Donc, pour ce qui est de l'état des lieux, principalement à l'heure actuelle au Québec, c'est que la vente et l'aménagement du secteur immobilier, ça relève principalement donc, du Code civil à l'inverse de la Common Law. Donc, la plupart des droits en fait, vont être régis par le Code civil, de toutes les obligations qui vont être liées. Je ne suis pas spécialisé en droit de l'immobilier per se, donc je vais en fait très simplement passer un peu plus en superficie en tout ce qui est en fait côté juridique en droit de l'immobilier pour plus vraiment approfondir le concept immobilier, mais au sein de la blockchain, enfin, ou la chaîne de blocs. Donc, qu'est-ce qu'un bien immobilier? Premièrement, c'est défini comme un bien qui est immobile. Donc, on peut penser à un terrain, à un immeuble, une maison, à une cabane qui serait quand même plutôt ancrée en temps de tempête. Et donc, tout ça, c'est en fait en général donc, géré par des lois du Code civil avec un petit peu de jurisprudence qui est venue agrémenter ou préciser certaines règles.
Pourquoi l'immobilier et la blockchain? C'est qu'en fait, il y a différents cas d'usage de la chaîne de blocs qui permettent en fait de rendre le secteur immobilier comme un secteur réellement intéressant et plutôt qui peut bénéficier de l'avancée de cette nouvelle technologie ou de ces nouvelles technologies. Premièrement, le côté réserve de valeur et un peu paramonétaire que pourrait apporter la chaîne de blocs avec la création des crypto-monnaies. Ensuite, il y a une capacité à échanger de l'information en inscrivant du contenu dans les blocs. On le verra un peu dans une deuxième partie, un peu plus comment faire ceci. Puis, la capacité de créer du contenu, avec ça est arrivée aussi la capacité de créer du contenu unique et justement donc des types de jetons, notamment les jetons non fongibles, et qui ont ensuite permis en fait de créer des organisations autonomes décentralisées. Donc là, je vous ai un peu posé les bases de ce qui a fait que en fait, donc, ces avancées technologiques au sein de la chaîne de blocs ont permis en fait, d'arriver dans le secteur immobilier, donc plus ou moins dématérialisé, ou à une croisée entre l'immobilier du monde réel, un immobilier virtuel, ou l'utilisation de la chaîne de blocs pour ces deux choses-là. Donc, pourquoi l'immobilier? Donc, l'immobilier, c'est parce qu'en fait, la chaîne de blocs a quand même certains intérêts en fait, en termes d'immobilier. C'est qu'elle permet une certaine transparence, et on va y revenir par la suite, mais elle permet une transparence et une sécurité. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment énormément d'intérêt en fait, en termes technologiques derrière tout ça, parce que l'immobilier, on va le voir aussi, a pas mal de mots et souffre des mots normalement des registres fonciers. Il y a les mots de la corruption, la preuve de titre, et on verra que la blockchain répond à certaines problématiques, mais amène d'autres problématiques dans une deuxième étape. Et donc, ce qui fait que ce ne sera pas encore, en tout cas à l'heure actuelle, une solution parfaite pour améliorer la transaction immobilière, mais plutôt un outil qui va permettre de continuer à penser, à développer un peu notre approche, et pour, au fur et à mesure, justement réussir à résoudre les problèmes de l'un tout en évitant les problèmes que pourrait amener la chaîne de blocs et son utilisation. Donc, la transaction immobilière. Donc ça, l'image n'est pas de moi, je l'ai prise en ligne, mais l'intérêt qu'on peut voir là-dedans, c'est principalement une transaction immobilière donc, traditionnelle, est donc d'abord une mise en relation entre deux individus, une personne qui a envie de vendre et une personne qui a envie d'acheter. Ça se fait donc soit de particulier à particulier, soit par des mises en relation. Donc, premier tiers de confiance pourrait être l'agent immobilier. Ensuite, une fois que les personnes se sont mises d'accord, notamment par le biais d'une plateforme qui pourrait être un deuxième tiers de confiance, on voit donc l'apparition de l'offre d'achat. C'est à ce moment-là que viennent en jeu donc les notaires pour commencer donc justement à formaliser en fait la vente, à s'assurer qu'il y aura toute la bonne documentation et ainsi de suite. Dans une deuxième étape, après, donc, il y a des dépôts de garantie, des compromis de vente, il y a des analyses, donc diagnostics techniques, puis on arrive enfin à l'offre de prêt qui commence un peu à engager en fait le potentiel acheteur. Ou plutôt que l'offre de prêt de la banque, après on vérifie les cadastres, puis là il y a l'acte de vente, donc là c'est le moment où on commence à signer, et puis donc on s'arrête sur le montant de la vente et il y a une attestation donc, en la matière. La blockchain a une capacité d'intervenir à divers endroits en fait, en cette étape-là. Donc, c'est potentiellement au niveau de la mise en relation, au niveau de tout ce qui peut être des prêts, des garanties ou des choses comme ça. La blockchain a aussi une capacité, en fait, à travers diverses applications contre des collatéraux qui pourraient être des NFT, qui pourraient être d'autres crypto-monnaies, à prêter en fait de l'argent donc pour une personne qui voudrait acheter et qui aurait des fonds dans une certaine crypto et qui en fait aurait besoin d'une autre crypto pour pouvoir acheter donc le bien immobilier potentiellement. On peut bien sûr aussi acheter des biens immobiliers avec de l'argent normal, on va dire donc du dollar canadien, mais des biens immobiliers dématérialisés. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment un peu toujours savoir où on se situe. Est-ce qu'on achète un bien immobilier physique à travers la blockchain ou est-ce qu'on achète un bien immobilier dématérialisé, auquel cas la plupart de ces éléments-là qu'on peut voir à l'écran n'ont aucun intérêt parce que il n'y a pas vraiment de vérification des cadastres à faire, il y a pas, enfin, il y a moins d'enjeux, en fait, on va dire. Il n'y a pas de vice caché a priori, quoique. Mais dans tous les cas, voilà, c'est plus compliqué. La transaction immobilière réelle à travers la blockchain est plus compliquée qu'une transaction immobilière d'un bien virtuel à travers la blockchain. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire aussi dans ces moments-là? C'est d'avoir une évaluation donc, du pouvoir d'achat et d'une évaluation de la propriété.
Ensuite, d'intégrer dans cette évaluation donc, un accord entre les parties. Puis, au moment où le vendeur, l'offre a été signée, donc il y a le vendeur qui a des obligations qui viennent, notamment l'obligation de délivrer le bien, l'obligation de garantir le droit de propriété de ce bien, donc s'assurer qu'il est vraiment le propriétaire et qu'il a le droit de transmettre cette propriété, s'assurer donc de la qualité du bien, donc une absence en général de vice caché, et l'obligation donc de remettre à l'acheteur les titres de propriété, un certificat de localisation s'il est possédé, et garantir du coup a priori à l'acheteur que le bien est libre de l'exercice de tout droit. Donc, c'est qu'il n'y ait pas forcément de procédure ou de choses comme ça. Ensuite, on arrive à l'étape de la promesse d'achat ou promesse de vente. Si le vendeur est en capacité de respecter ses obligations, et une fois que la vente a été conclue, là, on arrive à l'étape où on inscrit sur le registre foncier pour publier cette information et que du coup, la population, entre guillemets, ou le grand public, les citoyens québécois et les citoyennes, soient au courant de ces informations-là. Donc, comment ou pourquoi la blockchain? La blockchain, comme je le disais tout à l'heure, cette capacité à changer en fait, le marché immobilier traditionnel, principalement donc, pour ce qui est de la plateforme, de la place de marché. Donc, comme on peut le voir déjà à l'époque d'aujourd'hui avec OpenSea ou des plateformes d'échange de NFT comme ça qui sont plus centralisées sur le marché de l'art, demain, on pourrait avoir des centristes qui apparaîtraient et qui auraient en fait pour objectif de mettre en place donc, des immeubles ou des terrains et de permettre aux gens d'échanger en fait ces objets-là sur des places de marché donc décentralisées ou centralisées potentiellement aussi. Donc, il y a aussi une diminution en général des intermédiaires et une plus grosse quantité de liquidité parce que, comme on pourra le voir, l'investissement dans un immeuble peut être fractionné. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'acheter un millième d'immeuble, un centième d'immeuble ou des proportions encore plus petites. Et il est beaucoup plus facile d'échanger des biens sur Internet que de passer à travers un certain nombre d'intermédiaires qui refroidissent potentiellement donc, tout potentiel acheteur ou vendeur et qui augmentent aussi les coûts de ces personnes-là. Par ailleurs, on a aussi donc, une forme de décentralisation de transparence. Ce n'est pas pour dire que les registres fonciers ne sont pas transparents, mais ils sont peut-être moins accessibles, moins faciles à vérifier. Peut-être que potentiellement la technologie et l'expérience utilisateur de la blockchain, donc de cet univers un peu numérique, va pousser vers une certaine facilitation en fait, de la recherche et de l'expérience agréable. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le registre foncier du Québec, mais ce n'est pas encore quelque chose qui fait envie. Et personnellement, moi, j'ai un peu de mal à le naviguer. Ensuite, pourquoi, donc, quelles seraient les caractéristiques donc, de cette blockchain ou quels sont les divers avantages qu'elles peuvent amener? Donc, en général, c'est un écosystème immuable. Je vais mettre un petit bémol dans le sens où l'écosystème immuable reste viable tant que les formateurs, enfin pas les formateurs, mais les développeurs en fait, ont une capacité à continuer un peu ce système. Vous l'avez vu récemment, peut-être Dogecoin, qui était un shitcoin, excusez-moi mon vocabulaire, mais une monnaie un peu bref, a perdu son développeur principal et tout de suite, donc, la monnaie a commencé à se dévaluer. Donc, c'est un peu la même chose. Une blockchain ne vit que par les gens qui la maintiennent et donc les équipes d'informaticiens qui seront derrière et ensuite par sa communauté. Donc, l'écosystème restera immuable. Toutefois, le fait de maintenir le système et qui continue à garder une certaine valeur peut par contre diminuer avec le temps. Ensuite, il y a une fonction distribuée de multiples vérificateurs qui permettent une authenticité quasi garantie. On verra un peu plus comment arriver avec l'authenticité. Donc, principalement au Québec, qu'est-ce que l'authenticité? Donc, c'est l'intégrité d'un document et le lien avec l'auteur, si on se rappelle la LCCJTI. Et en fait, en passant à partir de là, on peut se rendre compte que voilà, elle va apporter certaines garanties probatoires. Et si des experts ont une capacité à expliquer ce que sont des hashes ou des empreintes numériques à un juge, et on pourra rentrer petit à petit ça dans les systèmes judiciaires. Donc, ça va avoir une force probante et aussi donc, une facilité pour prouver donc, les problèmes de titularité de la propriété. Enfin, donc, il y a une transparence donc, qui vient rencontrer des principes juridiques, notamment celui du registre foncier qui demande une certaine publicité en fait, des informations par rapport à ce biais-là. Elle est auditable par tous en tout temps, donc on peut vraiment s'assurer que le code de la blockchain n'est pas de faille, qu'il n'y ait pas une sorte de backdoor qui permettrait donc à des entités gouvernementales ou à des personnes mal intentionnées de venir s'immiscer
et modifier le contenu de l'information. Mais en plus, on peut vérifier en fait, qu'une transaction a eu lieu à tel jour, à telle date. Il y a une forme en fait, d'horodatage assez phénoménale en la matière. Et chaque bloc, en fait, on sait quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été ajouté à la chaîne et les informations qu'il contient à l'heure et à la minute près. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Donc, les modifications sont détectables. Pourquoi? Parce que c'est en code ouvert, donc on a une capacité à vérifier, à regarder les modifications. Et deuxièmement, la blockchain peut faire ce qu'on appelle des forks. Donc, ces sortes de fourchettes sont en fait quand il y a plutôt deux groupes qui ne s'entendent pas sur le résultat d'une transaction et jusqu'à ce que la majorité se rallie en fait à la meilleure chaîne. Donc, pour en revenir à la chaîne de blocs, on peut dire qu'il y a une forme de vérité qui serait une vérité partagée. La vérité n'est pas une vérité réelle d'un instant T, ça va être la vérité de la majorité. Donc, il est très possible que notre transaction qu'on ait voulu effectuer à un instant T se retrouve dans la mauvaise fourche et qu'en fait, elle ne passe jamais. Alors qu'au final, ça ne veut pas dire que notre transaction était mal intentionnée, mais que potentiellement dans cette fourche, ou plutôt cette voie qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, il y avait des transactions mal intentionnées, des tentatives de double dépense, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas réussi à aboutir. Donc la modification, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a aussi des demandes de puissance de calcul ou il faudrait avoir plus de 51% en fait, de la puissance vérificatrice, que ce soit la puissance de calcul ou la puissance de mise dans les systèmes de proof of stake, donc les preuves d'enjeu. Donc, encore une fois, je vous reparle de code ouvert, décentralisation. C'est les éléments essentiels qui donnent en fait une certaine confiance. Donc là, c'est peut-être le moment aussi d'appuyer sur le fait que la blockchain, quand on parle de chaîne de blocs, il y a en fait différents types de choses et il y a les registres décentralisés et les chaînes de blocs. Les chaînes de blocs dans lesquelles il faut faire confiance sont celles qui sont publiques, parce que celles qui sont détenues par une petite quantité de personnes, il faudrait dans ce cas-là en fait, avoir la confiance déjà de cette petite quantité de personnes. Donc, quand il s'agit d'officiers publics ou de notaires, d'avocats ou d'un gouvernement, on peut potentiellement, dans des pays comme les nôtres, avoir une confiance. Dans certains autres pays, c'est plus ou moins compliqué, dépendamment de la corruption et des choses comme ça. C'est pour ça qu'une blockchain publique, quoi qu'il en soit, a un meilleur avantage en fait, que tout ce qui peut être privé, donc qui peut être modifié par les détenteurs en fait, du réseau. Donc, pour comparer, en fait, la majeure différence qu'on peut voir ici vient du fait en fait, que dans la transaction traditionnelle, la plupart des intermédiaires en fait, sont plein d'individus extrêmement différents. Alors qu'à l'inverse, justement, dans les transactions donc, sur une chaîne de blocs, on peut voir ici que la grande majorité des intermédiaires en fait, sont la technologie, notamment donc, les crypto-monnaies, la chaîne de blocs sur laquelle la transaction a lieu et les contrats intelligents qui vont être en fait mis en place pour éviter qu'il y ait tous ces intermédiaires-là qui agissent. Je pense qu'il y a quelques intermédiaires qui sont quand même intéressants à garder, notamment le notaire, l'avocat, parce qu'ils vont permettre de vérifier tout ce qui va se passer et peut-être qu'il serait pertinent pour un acheteur ou un vendeur d'engager en plus un informaticien pour faire un audit en fait, du code, s'assurer que le contrat intelligent qui va en fait transférer la propriété soit un contrat qui soit valable et qu'il n'y ait pas de bug au sein de ce contrat-là. Parce que plus il y en a de problèmes au sein du contrat, comme vous le savez, dans la chaîne de blocs, toute transaction est irréversible. Donc, s'il y a un bug, que la propriété, ou en tout cas le certificat de propriété de l'immeuble s'en va à la mauvaise personne, malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière, à moins de créer des systèmes comme on le verra un peu plus tard à l'aide de contrats intelligents. Donc, très rapidement, pour développer un peu l'anatomie d'une transaction immobilière sur la chaîne de blocs, premièrement, l'élément essentiel, c'est de choisir la chaîne de blocs, donc de savoir sur laquelle on veut être. Est-ce qu'on veut être sur Bitcoin? Est-ce qu'on veut être sur Ethereum? Est-ce qu'on veut être sur Tezos, sur Polkadot, ainsi de suite. Et il y a vraiment des enjeux par rapport à ça, notamment un enjeu donc, de preuve de travail ou la preuve d'enjeu, donc qui ont des conséquences en termes de consommation d'électricité, mais aussi en termes de sécurité. Parfois, il a été dit que la preuve d'enjeu était un peu moins sécuritaire que la preuve de travail. Toutefois, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, on peut commencer à remettre un peu en question cette analyse et se dire que tant que les blockchains avec une preuve de travail ne sont pas quantum resistant, on peut avoir aussi dans un futur très proche des problèmes. Donc, le choix de la chaîne de blocs est vraiment essentiel. Et idéalement, il faut mieux prendre une chaîne de blocs avec une certaine interopérabilité. Pourquoi l'interopérabilité? Parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des chaînes de blocs se construisent en silos. Donc, ça veut dire que si j'ai un actif sur Ethereum, cet actif-là ne sera pas retrouvé.
en matière, on ne pourra pas le retrouver sur une autre chaîne de blocs. Donc, l'intérêt qu'on a à avoir une interopérabilité, c'est de permettre de transiger un actif d'une chaîne de blocs à une autre chaîne de blocs. Et donc, voilà, beaucoup de personnes et de projets travaillent là-dessus en ce moment. Toutefois, ce n'est pas encore le cas. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de choisir une chaîne de blocs relativement utilisée, donc comme Ethereum, Polkadot, peut-être Avalanche ou Solana, enfin, en tout cas quelque chose qui aurait une certaine traction, même Cardano, qui aurait une certaine traction en fait, pour garder une certaine pérennité. Parce que au bout d'un moment, encore une fois, vendre des maisons sur un marché qui ne grandira pas risque de limiter la liquidité et la possibilité de revendre si on achète par exemple sur ce marché-là. Ensuite, il faut réussir à tokeniser le bien. Donc, tokeniser le bien, on va y arriver dans une ou deux slides, je pense. Mais le principe est, c'est-à-dire transformer en fait donc un titre de propriété ou du moins la représentation de cet immeuble en NFT, donc qui serait une forme de certificat numérique. Il faudrait bien sûr attacher des droits à ce NFT ou tout simplement même une copie ou une forme de copie originale ou le hash d'une copie originale du titre. Et donc, c'est là où en fait, les notaires risquent d'être extrêmement importants, apporter en fait, le côté authentique à certaines transactions, faire un hash de ce document, de cet acte authentique, et après l'insérer sur la chaîne de blocs notamment. Ça pourrait rajouter en fait, un peu de certitude ou de sécurité juridique. Donc, pour tokeniser le bien, il y a plusieurs façons de faire, mais le principe est de se dire, voilà, on crée en fait un jeton non fongible. On y reviendra un peu par la suite. Et ce jeton non fongible permettra en fait d'avoir une forme d'unicité et on aura l'intérêt en fait d'ajouter différentes informations, différentes données à ce jeton-là. Donc, ça va être assez important de connaître aussi le standard de jetons non fongibles, et le choix de la blockchain va influer sur les différents standards de jetons qui vont être au sein de cette blockchain. Ensuite, il y a la plateforme de vente. Sur quelle plateforme de vente est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut le faire sur une plateforme traditionnelle, une plateforme dématérialisée? Est-ce qu'on veut le faire sur des sites comme Kijiji ou des choses comme ça? Est-ce qu'on peut le faire sur Centris? Bref, ça devient une vraie problématique. Après, ensuite, il y a la problématique de la crypto-monnaie. Est-ce qu'on va vendre cette propriété, qu'elle soit virtuelle ou réelle, contre des crypto-monnaies, ou est-ce qu'on va la vendre contre de l'argent normal, donc du dollar canadien, du dollar américain, de l'euro? Si on fait ça en crypto-monnaie, la vie va être plus simplifiée parce qu'on est déjà dans un univers où il y a des crypto-monnaies. Toutefois, il peut y avoir certains problèmes, c'est qu'il y a une forme de volatilité, excusez-moi, dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être important? C'est d'utiliser ce qu'on appelle des stablecoins ou des unités en fait, donc de crypto-monnaies qui sont liées à une valeur comme le dollar, donc qui aurait en fait une sorte de ratio d'échange de 1 pour 1. Si on n'a pas la capacité d'acheter de faire cette transaction en crypto-monnaie, il va y avoir une réelle problématique, c'est que il faudrait trouver un intermédiaire qui soit capable d'accepter notre argent traditionnel ou argent fiat et de transformer ça en crypto-monnaie pour pouvoir l'envoyer aux vendeurs. Parce que le NFT, malheureusement, ne peut pas encore aujourd'hui s'acheter contre de l'argent fiat, donc des monnaies traditionnelles. Potentiellement, ça va arriver. Des plateformes permettront peut-être de faire ça. Toutefois, à l'heure actuelle, il faudrait qu'il y ait un intermédiaire qui soit capable de transiger l'argent fiat ou le dollar canadien en Ethereum, Bitcoin ou je ne sais quoi. Ensuite, il va y avoir l'utilisation du contrat intelligent qui va permettre, en fait, donc, après, de sceller la vente sur la blockchain. On y reviendra un peu plus. Mais donc, très rapidement, voilà comment fonctionne une transaction sur la chaîne de blocs. Donc, une personne veut envoyer un bien vers B. A, et du coup, donc, la transaction est transmise au réseau dans une sorte de bassin. En général, qu'est-ce qui fait que notre transaction va sortir du bassin plus vite que les autres? C'est si on met plus de frais. C'est donc des frais de gaz, entre guillemets, ou des frais de transaction. Donc, plus les frais sont élevés, plus les personnes qui vont en fait permettre à la transaction d'intégrer le bloc vont avoir un intérêt à venir chercher notre transaction. Ensuite, une fois que la transaction a été ajoutée par les mineurs ou les vérificateurs au sein du bloc, là, elle est propagée au sein du réseau et en fait, chacun a sur son ordinateur l'information, chaque vérificateur a l'information comme quoi la propriété aura été transigée. Et puis ensuite, donc, le bloc a été validé, il est diffusé et la personne au bout reçoit donc, le bien, donc le NFT du bien immobilier, ou reçoit la crypto-monnaie en échange.
Donc, pourquoi la chaîne de blocs principalement? Donc, la chaîne de blocs est vraiment venue résoudre le problème, l'un des premiers cas d'usage, en tout cas dans le domaine de l'immobilier et de la chaîne de blocs, et le registre foncier. Pourquoi le registre foncier? Parce qu'il a créé beaucoup de problèmes dans de nombreux pays. Beaucoup de personnes en fait, le considèrent comme obsolète, parce qu'il est vraiment en fait, relativement difficile de savoir comment ou qui détient quoi. Dans de nombreux pays, notamment à Haïti, qui a été tristement détruit là, par des tremblements de terre, des tornades, enfin bref, plein de catastrophes naturelles, je crois qu'il y a eu à peu près 60% du contenu du registre foncier qui a totalement disparu. Pourquoi disparu? Parce qu'il était sur papier, parce qu'il n'y avait pas de numérisation de ce contenu-là. Et donc, recréer toute cette base de données est extrêmement problématique. Le problème, c'est que ça a créé vraiment beaucoup d'enjeux, notamment dans un pays où il y a pas mal d'agriculteurs qui ont perdu leur registre foncier, qui sont donc obligés de se battre pour pouvoir prouver qu'ils sont les propriétaires, donc cultiver leurs terres. Mais qui dit agriculture dit potentiellement nourrir une population. Et donc, comment en fait se remettre d'une catastrophe quand on n'a même pas la certitude de qui est propriétaire de quoi? La Banque mondiale avait dit que 70% de la population mondiale n'a toujours pas accès à un titre foncier approprié, ce qui est quand même relativement énorme. Dans les pays un peu occidentaux, c'est relativement un problème parce que on a potentiellement numérisé ces choses-là, la technologie est venue nous aider. Toutefois, dans beaucoup de pays qui auraient besoin de faire un certain saut technologique, ça peut être vraiment une chose utile. Plutôt que de numériser directement, il y a un certain intérêt à transformer en fait cette information-là et à la mettre sur la chaîne de blocs. Donc, pour rappel, le registre foncier, c'est ce qui donne l'état du droit, ce qui prouve la propriété, le fait qu'on est titulaire d'un immeuble. Donc, par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le programme des Nations Unies pour le développement a lancé en fait un premier programme test, je crois, en 2018 en Inde. Et l'idée était donc de commencer à transférer petit à petit donc, la plupart des informations donc, sur la chaîne de blocs. Le programme a plutôt bien marché et a commencé en fait, à faire des émules un peu partout sur la planète. Aux États-Unis, il y a plusieurs comtés donc, dans le Wyoming et qui utilisent en fait, donc, des chaînes de blocs. Il y a aussi à Burlington, je ne sais plus dans quel État, qui utilise aussi donc, des solutions en fait, de chaînes de blocs pour transférer ces solutions-là. Donc, ce n'est pas forcément une question de pays développés ou moins développés. C'est plus une question de se dire, voilà, est-ce que c'est plus pratique? Oui, ça va servir à certains pays plus qu'à d'autres, mais dans tous les cas, c'est un réel intérêt, même au Canada. Donc, ensuite, il y a l'exemple un peu de comment insérer donc une propriété dans le registre foncier. Donc, ça, c'est l'exemple de la Géorgie, donc un petit pays en dessous de la Russie, qui procède de la façon suivante. Donc, tout d'abord, il y a un citoyen qui a une envie donc, de déposer donc, son titre de propriété sur le registre foncier parce qu'il vient d'acquérir un immeuble ou il vient de… Bref, il y a un besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement s'est dit, voilà, on va tâcher d'avoir une sorte de front-end, donc de façade qui va être similaire pour que les utilisateurs aient cette même capacité à ne pas être perdus en se disant, bah voilà, c'est totalement nouveau, je ne comprends plus. Il faut savoir qu'en fait, en termes de chaîne de blocs, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant ou important plutôt, qui va être la gestion du changement. La plupart des humains ont des capacités à avoir des routines, des habitudes et à ne pas changer ces habitudes-là qui sont phénoménales, et moi le premier. Et pour pouvoir en fait permettre une adoption aux gens, il faut leur vendre quelque chose qu'ils ont toujours connu, ou plutôt une façade qu'ils ont toujours connue, avec un mécanisme derrière qui va être différent. Et si on a cette capacité-là, on va avoir une adoption beaucoup plus généralisée de cette technologie, sans même en fait que les citoyens s'en rendent compte. Ensuite, tout ce qui va être le back-end ou l'arrière du site, donc que là, aucun citoyen ne peut voir ou aucun utilisateur ne peut voir, va lui-même se connecter à la chaîne de blocs et va faire, en fait, par le biais d'API, qui sont des programmes informatiques qui permettent à deux logiciels, donc, comme blockchain sera un peu un logiciel d'une certaine manière, donc de communiquer. Donc là, l'API du site Internet viendrait communiquer avec celle de la blockchain, en tout cas se connecter à la blockchain, pour aller chercher et vérifier la requête qui est faite par le citoyen. Donc, on va s'assurer qu'effectivement, il n'a pas déjà été enregistré, que ça n'appartient pas déjà à quelqu'un d'autre,
et plusieurs de ces éléments-là. Une fois que la vérification a été faite et qu'on sait que la personne a ces informations, enfin plutôt que la personne est légitime dans sa requête, ce qu'on va faire, c'est que le contrat intelligent va exécuter. Donc, on va envoyer l'information et l'action demandée va être faite. Donc, X va être titulaire du bien Y. Ensuite, donc la blockchain, encore une fois, la chaîne de blocs publique, va stocker donc, le hash. Qu'est-ce que le hash? Le hash est une forme d'empreinte numérique qui avait été extrêmement bien comment dire, expliqué par John Oliver dans une de ses présentations. Et il avait pris un exemple un peu trash, mais que je trouve assez intéressant. C'est en fait, il prenait l'exemple d'un poulet. On prend un poulet, on le fait passer dans une machine, il en ressort une nuggets. On prend une nuggets, on la refait passer dans la même machine, il n'en ressortira jamais un poulet. Donc en fait, c'est vraiment le hash, c'est faire passer des documents, les faire passer dans un algorithme de hachage, et il va en ressortir une suite de chiffres et de nombres. Et si on change un point, un espace ou quoi que ce soit sur ce document-là, et ben quand on va le refaire passer dans la même machine, il y aura une autre suite de chiffres et de nombres. Donc ça va garantir l'intégrité en fait, du document qui aura été transmis sur la chaîne de blocs, et ce qui va éviter en fait, toute problématique par la suite. Et une fois que l'opération a été effectuée, donc elle va rester dans les blocs et elle sera prouvée mathématiquement année après année, jour après jour. Et la personne, tant qu'elle n'aura pas vendu son immeuble, pourra toujours prouver qu'elle est titulaire de ce bien-là. Donc, maintenant qu'on a expliqué en partie certains des intérêts donc, de la chaîne de blocs en droit immobilier, il y a l'idée d'aller se dire, voilà, il y a différents types de tokens et il y a donc différents aussi types de projets immobiliers qui pourraient être liés donc, à ces chaînes de blocs-là. Premièrement, donc là, c'est encore, je reviens un petit peu sur comment la blockchain va changer le secteur immobilier. Je pense qu'on peut passer, parce que je vais continuer à expliquer, et comme j'étais un peu en retard, passons directement en fait, aux choses plus intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'il y a là derrière moi? Vous pouvez voir en fait, qu'il y a différents types de jetons. Donc, j'ai pris l'exemple de la blockchain Ethereum, qui est la chaîne de blocs en fait, la plus fréquente et la plus utilisée à l'heure actuelle, où il y a le plus de transactions et de volume. Elle a été créée notamment par Vitalik Buterin au Canada, donc c'est quand même une petite fierté nationale. Et cette chaîne de blocs a donc plusieurs types de jetons. Il y a les jetons ERC20. Donc les jetons ERC20 vont être en fait la plupart des jetons que vous allez voir quand vous allez voir des formes de nouvelles crypto-monnaies, mais qui n'auront pas elles-mêmes leur blockchain par-dessous. Donc là, je sens qu'il va falloir que je m'explique. La blockchain et la crypto-monnaie, c'est le logiciel de base qui sécurise. Certaines blockchains comme Ethereum ont permis à d'autres gens de créer sur cette même blockchain d'autres sortes d'applications. Et pour qu'ils créent leurs applications et qu'ils utilisent aussi des sortes d'unités de mesure, un peu comme les crypto-monnaies, on a créé ce qu'on appelle les jetons ou les tokens. Et en fait, on confond souvent tokens et jetons, mais par exemple Chainlink ou divers projets qui se sont bâtis sur Ethereum, eux sont des jetons ERC20. Donc un jeton ERC20 ressemble à une crypto-monnaie. C'est fongible, on peut en échanger. On décide comment il va être émis, comment il peut se transmettre, et ainsi de suite, quelles informations il peut contenir. Donc voilà. Ensuite, il y a le jeton ERC 721. Donc lui, il va nous intéresser principalement aujourd'hui parce que c'est celui qui permet la création des NFT. Donc le jeton ERC 721 permet donc d'être non fongible. Qui dit non fongible, on y reviendra peut-être très rapidement après, mais dit une incapacité d'avoir la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, la somme de mes cheveux est non fongible avec la somme des cheveux de quelqu'un d'autre. A priori, on a tous une quantité unique et différente, ou même mon ADN va être non fongible. On ne peut pas l'échanger. Tandis que $1 canadien va être fongible avec un autre dollar canadien. C'est-à-dire qu'il y a $2 sur une pièce, enfin sur une table. On échange ma pièce avec la pièce de quelqu'un d'autre. Je ne m'en apercevrai a priori pas, sauf s'il y a vraiment de la saleté ou des choses qui donnent une certaine distinctibilité à cette chose-là. Ensuite, il peut y avoir des jetons donc ERC 1155 qui vont définir donc, une forme de fongibilité par la quantité. Et donc, en fait, s'il y a plusieurs unités du même jeton, on va le considérer non fongible. Et s'il n'y en a qu'une seule unité, on va le considérer fongible. Donc, ça pourrait être intéressant dans certains domaines,
notamment quand on a un même ensemble immobilier qui pourrait être représenté donc, par ce ERC 1150 et qu'on souhaite diviser donc, ce bien immobilier en différentes sous-parties, idéalement égales si on souhaite que ça reste fongible et avec les mêmes caractéristiques. Et ensuite, il y a les ERC 2981 qui ont un certain intérêt, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, pour continuer un peu à parler donc, des NFT, c'est un actif numérique sur une blockchain et dont la propriété est aussi enregistrée sur cette chaîne de blocs. Le problème de cet actif numérique, et notamment on l'a vu beaucoup dans le monde de l'art, c'est que beaucoup de personnes pensaient que le NFT en fait, était l'actif sous-jacent en lui-même. Il y a une problématique là derrière, c'est qu'en fait, le NFT n'est qu'un certificat. C'est juste vraiment une preuve de propriété d'un bien qui n'est même pas vraiment une preuve de propriété, parce qu'en termes d'œuvre d'art, par exemple, on n'a aucun des droits qui pourrait être lié, à moins que ce soit vraiment précisé dans le contrat intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un certificat. Donc, on peut se dire, voilà, j'ai quelque chose, mais si aucun lien ou aucun droit n'est associé à ce certificat, bah, c'est très bien, on est propriétaire du certificat d'une photocopie d'un titre de propriété de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est là où je pense que les avocats, les notaires sont extrêmement pertinents en matière d'échange de propriété immobilière dématérialisée, ou en tout cas sur une chaîne de blocs, c'est qu'eux-mêmes vont s'assurer qu'en fait, il y ait des droits qui soient attachés à ce NFT, ou en tout cas, ils vont essayer de démontrer à la personne qui achèterait un certificat immobilier que si elle n'a pas tel et tel et tel document, a priori, ce qu'elle achète n'est que du vent. Donc, ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire gaffe. C'est quand on achète un NFT d'une propriété immobilière tokenisée, mais il faut vraiment s'assurer qu'en fait, tous les droits de propriété soient liés à ce NFT et qu'on ne se fasse pas enfumer par un vendeur, justement, qui serait là en fait, pour nous arnaquer. Donc, pour éviter ça, c'est là où, encore une fois, il y a besoin de certains tiers de confiance, notamment les notaires dont c'est le métier, et ça, je le soulignerai jamais assez. Ensuite, il y a le fait que cet actif numérique est en général acheté ou échangé contre des crypto-monnaies et qui sont uniques en en leur genre plutôt. Pour la fongibilité, donc il y a des actions, l'or, l'argent, une heure de montant, ça reste fongible. Je peux l'échanger contre une autre once d'or ou une autre heure de montant. La journée du 13 décembre 2021, par exemple, n'est pas fongible. Elle ne reviendra jamais sur Terre. Un diamant n'est pas fongible, un tableau en général n'est pas fongible, en tout cas s'il a été peint, et un terrain non plus. Donc c'est pour ça que l'intérêt des NFT est vraiment prégnant dans le domaine de l'immobilier, c'est qu'effectivement le terrain étant non fongible, le NFT va être vraiment une capacité de transposition de ce terrain-là au sein de la chaîne de blocs. Donc là, rapidement, c'est un terrain qu'on est en train d'acheter sur OpenSea, donc, qui est une des plateformes de vente de NFT, donc principalement pour des œuvres d'art. Là, le petit carré orange que vous pouvez voir de part et d'autre est le terrain en fait, qu'on est en train d'acheter. Là, vous pouvez voir le prix de ce terrain donc, qui est mis aux enchères pendant une certaine durée de temps, qui est de 3 Ether 4,47, donc à peu près 9 000 $ américains. Et vous pouvez voir en dessous l'adresse, donc le contrat, donc c'est à qui appartient ce token, par qui il a été émis, par quel contrat il a été créé. Ensuite, vous avez le numéro de ce token. Donc ça, c'est ce qui va donner le côté unique en fait au NFT, parce que je crois qu'il y a 36 000 ou 70 000 terrains sur Sandbox. Et donc là, on a affaire au terrain 8 287 sur l'ensemble de ces terrains-là. Donc c'est comme ça qu'on va savoir à peu près où le terrain se situe. Ensuite, vous pouvez voir donc, le numéro du token. Donc ça, c'est un ERC 721. Donc, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, mais donc voilà, c'est le jeton du NFT pour justement la blockchain Ethereum. Et on voit ensuite la blockchain par derrière. Donc, il y a pas mal d'informations en fait, donc, sur les places de marché. Et ce sera intéressant d'avoir à minima toutes ces informations-là sur les futures places de marché qui vont se dédier donc, aux transactions immobilières. Donc, comment tokeniser donc, une propriété immobilière? Donc, le principe de tokeniser une propriété immobilière, c'est forcément d'en démocratiser l'investissement et d'éviter que ce soit seulement quelques grands groupes ou des gens qui aient bien réussi, qui aient la capacité d'investir.
Avec ce projet-là, une personne qui est locataire pourrait commencer à acheter des mini-parts dans un immeuble et percevoir un petit bout du loyer. Ce que je veux dire, c'est que l'accès à la propriété est dorénavant permis à tous, alors qu'il ne l'était pas à l'heure actuelle, et je suis très bien placé pour vous en parler. Il y a donc différentes étapes pour tokeniser un bien. Donc, il faut a priori tout d'abord commencer par définir le bien qu'on veut tokeniser. Donc, il faut rassembler les papiers de la propriété qui va être converti en NFT, trouver une manière de les lier, comme lier le permis donc, ou les titres de propriété à un contrat intelligent et s'assurer que ce soit dans un format aussi qui soit reconnu par les autorités du pays dans lequel on fait la transaction. Parce que sinon, il risque d'y avoir des problématiques en cas de conflit ou de litige par rapport à ça. Ensuite, dans une deuxième étape, plutôt c'était déjà la deuxième étape, excusez-moi. Ensuite, il va falloir créer donc, le jeton NFT, donc le minter ou le forger, ou je ne sais quel terme utiliser en français, mais il va falloir utiliser ce jeton NFT, le créer et le lier au bien. Pour le lier au bien, donc, on va insérer en fait toute cette documentation légale qui vont justement permettre en fait de reconnaître la propriété. Et donc là, la propriété ne devra pas forcément être liée du bien à la personnalité d'un individu, mais plutôt comme un bon au porteur du jeton. Donc en fait, il va vraiment falloir s'assurer que la propriété soit associée au jeton ou au contrat intelligent, enfin au NFT en question, et qu'ensuite ce NFT-là en fait soit comme une sorte de bon au porteur où chaque personne qui détient le NFT a le droit de propriété. Alors là, il va y avoir aussi d'autres problématiques, ça va être la problématique du hack. Donc en fait, c'est un peu comme pour tout, dès qu'on enlève quelque chose quelque part pour faciliter, on se retrouve avec un autre problème à un autre endroit. Et là, le vrai problème va être celui du porteur. Parce que si on arrive à hacker le portefeuille du porteur sur lequel est le NFT, ben, on peut du jour au lendemain gratuitement devenir propriétaire d'une maison. Donc c'est là où l'intérêt serait en fait vraiment de lier le registre foncier, encore en utilisant des tiers de confiance comme les notaires et le NFT qui contient donc les titres de propriété pour justement éviter la capacité de fraude, tout simplement. Ensuite, donc, il faudra faire la mise en marché donc, du NFT sur une plateforme immobilière et choisir donc, de faire une offre à prix fixe ou une mise aux enchères. Dans tous les cas, le contrat intelligent permet de faire ces choses-là. Ensuite, il faudra donc faire le transfert, donc contre-paiement et après acceptation de l'offre ou à la fin de l'enchère. Il y a des techniques dans les contrats intelligents qui vont permettre en fait, aux individus d'avoir une forme d'assurance. Et cette technique-là s'appelle la multisignature. La multisignature permet en fait de demander un certain nombre de signataires au sein d'un contrat intelligent lors d'une transaction pour en fait valider la transaction. Donc, on pourrait imaginer une sorte de trio où il y aurait donc l'acheteur, le vendeur et le notaire au milieu. Donc, cette personne-là, ou même les notaires des parties, et les personnes en fait, viendraient s'assurer que l'acheteur et le vendeur donc, soient bien légitimes, et dans une deuxième étape, viendraient valider donc, la transaction. Et on pourrait demander un minimum de signatures, par exemple de 2, ce qui fait que si l'acheteur et le vendeur sont tous les deux d'accord, la transaction s'en va directement et elle se passe sans problème. Ou on pourrait imaginer justement en cas de litige que justement les notaires fassent un peu ces arbitres et viennent dire voilà, bon, bah là, effectivement, tout a été fait dans les règles de l'art en suivant donc les lois du pays et donc en fait permettre la transaction même si l'une des deux parties n'est pas d'accord, et tout en gardant du coup les fonds dans un compte en escrow ou je ne sais plus, un compte bloqué. Ensuite, donc oui. Alors, la détermination de la valeur du bien, je suis tenté de dire que c'est le marché. Ça va être j'offre le bien à tel prix, est-ce que l'autre personne est prête à l'acheter à tel prix? Donc ça va être le contrat intelligent. Donc soit on le met à prix fixe, soit on le met aux enchères. Et aux enchères, c'est-à-dire je veux vendre ce bien à minimum ce prix-là. Pour le financement, c'est plus ou moins compliqué. Il y a des plateformes à l'heure actuelle comme Celsius qui permettent aux individus de faire des prêts en crypto-monnaie ou ou de prêter eux-mêmes leur argent. Donc ça, je pense qu'on va vite commencer à avoir de plus en plus en fait comment dire, de sortes de parabanques qui vont permettre en fait de faire des prêts ou des hypothèques
en s'assurant que les personnes aient potentiellement des NFT d'une valeur telle qui puissent être mis en collatéral et justement s'assurer que la personne rembourse vraiment donc l'argent à terme. Et je ne me rappelle plus de la troisième question. Oui. Oui. Mhm. Bah, en fait, ce que je veux dire, ce qui serait possible, je ne pense pas qu'il faille totalement s'affranchir du système à l'heure actuelle. Il est très possible d'avoir un contrat parallèle où on dit à la personne, bah voilà, je m'engage à vendre l'immeuble à tel prix, l'autre qui dit, je m'engage à acheter à tel prix, et d'aller voir les banques, demander une hypothèque. Et puis, une fois qu'on s'est engagé nous-mêmes, de toute façon, la valeur de notre engagement, qu'elle soit dans le monde réel ou virtuel, restera la même. On va être responsable de l'engagement qu'on a pris. Donc, je suis tenté de dire qu'effectivement, il y aurait cette capacité-là, mais ce que j'essayais de dire par là, c'est qu'en fait, on va passer outre les banques. De plus en plus, les gens vont avoir la capacité eux-mêmes d'aller chercher des financements en crypto-monnaie et de demander une certaine somme. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'effectivement, la personne va prêter par rapport à un achat d'un bien immobilier à une valeur X, ou est-ce qu'elle va juste prêter en disant, bah, écoutez, de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec cet argent, moi, je vous le prête, ce qui m'intéresse, c'est que vous me le rendiez. Je n'ai pas un intérêt à savoir ce que vous voulez faire avec cet argent-là. Donc, pour répondre d'une certaine manière, soit on peut garder le système un peu ancien où on garde quand même des engagements par papier qu'on peut aller montrer aux institutions comme les banques pour faire des hypothèques, ou au contraire, on pourrait trouver des systèmes de prêt sur la chaîne de blocs avec des services qui pourraient dire, bah voilà, tant qu'il y a un collatéral qui m'intéresse, qu'il soit en Bitcoin, en stablecoin comme le USDT ou avec des NFT d'une certaine valeur, bah, je serais prêt en fait à engager cet argent-là, par exemple, ou même avoir une sorte de escrow account ou quelque chose comme ça qui permettrait que tant que le prêt n'a pas été totalement remboursé, il y aurait encore en fait une capacité de transférer là ce bien immobilier ou le certificat de propriété au prêteur. Et ça, techniquement parlant, je ne sais pas encore comment c'est possible, mais ça pourrait être très possible d'avoir le prêteur dans l'équation en fait dans la vente et de dire bah voilà, s'il y a un défaut de remboursement qui arrive 3 mois d'affilée ou 3 fois d'affilée ou je ne sais quoi, selon certains paramètres, bah, qu'on transfère la propriété en fait à la personne qui a prêté l'argent, donc qu'il soit la banque ou un organisme sur la chaîne de blocs, et que celle-ci donc ait soit pour mission de revendre le bien et de redonner au propriétaire donc la partie qu'il aurait dû garder pour lui. Enfin bref, là on rentre dans des domaines que malheureusement je ne connais pas assez, surtout quand il y a des défauts de paiement d'hypothèque. Mais je veux dire, il y a plusieurs techniques qui seraient possibles. Donc, soit garder quelque chose de relativement traditionnel, soit créer avec les contrats intelligents des mécanismes qui font qu'on siphonne la propriété de la personne qui a voulu arnaquer en fait le prêteur. J'espère que ça répond à peu près à la question. Merci. Donc ensuite, là, c'est une autre façon. Donc là, c'est plus une propriété entière en tant que telle qui a été créée. Enfin, ou plutôt, c'est plus une propriété entière qui va être tokenisée, mais plutôt, on va en fait permettre à des individus, là, avec ce principe comme réalité ou realty, qui est en fait une société, je crois, française qui vend en fait des immeubles aux États-Unis, qui permet à n'importe qui d'accéder en fait à la propriété d'un bien ou à la copropriété d'un bien aux États-Unis. Et donc là, on peut voir leur dernière vente en fait récente, qui est donc un immeuble à Détroit qui coûte 412 dollars. Donc c'est un immeuble locatif, je pense, et 412 000 dollars plutôt, et qui permet en fait aux individus de rentrer en tant que propriétaire d'une partie de cet immeuble à partir de 51 dollars. Et dès que l'individu met 51 dollars pour acquérir une partie de ce bien, là, il a comment dire, pas une forme de promesse, mais en tout cas, on estime qu'il va recevoir donc 9,75% de son apport en loyer de manière annuelle. Donc là, si on comprend bien, en 10 ans, la personne a relativement remboursé la totalité de son apport, sans compter la valorisation du bien. Et donc, ça nous amène en fait à une question qui est comment est-ce possible d'être multipropriétaire? Parce que là, dans
Dans cet exemple-là, il serait possible d'avoir donc à peu près 1000 ou 10 000 copropriétaires d'un immeuble où il y a eux-mêmes des locataires. Et on est d'accord que ça va être très compliqué de faire la gestion des individus quand on est 10 000 à essayer de se concerter pour se dire, voilà, cet immeuble nous appartient, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, en général, on va peut-être d'abord parler de comment se fait le paiement et ensuite, dans une deuxième slide, vous montrer comment en fait, ça va se passer en termes de structure juridique pour créer ce type de propriété. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en général, donc, il y a le propriétaire, enfin plutôt le locataire qui va payer en dollars US à la société qui va s'occuper de la gestion en fait, de l'immeuble. Cette société-là a pour mission donc d'aller payer les propriétaires en bout de ligne. Pour ce faire, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle transfère l'argent qui a été reçu en dollars en crypto-monnaie. Donc là, c'est en USDT, donc qui est une forme de stablecoin qui va garder une valeur relativement stable par rapport au dollar. Ensuite, ces USDT vont être en fait renvoyés à tous les détenteurs du realty token qui vont être associés à cette propriété-là, ou plutôt cette propriété-là. Et ensuite, ils vont pouvoir, s'ils le veulent, le ramener sur leur compte en banque. Ça, c'est après, ça les regarde. Comment est-ce qu'on a créé un peu ce système-là? Donc, c'est eux, ils sont venus vraiment dans un système parallèle où ils se disent, voilà, il y a le monde réel a déjà pas mal d'avantages. On n'est pas là pour faire une disruption totale. Par contre, on est là juste pour faciliter l'accès à la propriété. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée une société donc, à la responsabilité limitée aux États-Unis qui détient sur registre foncier la propriété de l'immeuble, en fait. Et ensuite, donc là, on va avoir affaire donc à des avocats qui vont eux-mêmes gérer, en fait, donc à travers différents contrats, l'incorporation de la société, la gestion en fait, avec l'entreprise qui va elle-même s'occuper donc, du bien, et aussi donc, les contrats avec les locataires. Une fois que tout ça a été créé, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, chaque action de la société à responsabilité limitée va être représentée par un token. Et donc, on va diviser la valeur de l'immeuble, qui va être en fait ce que va détenir la propriété, enfin ce que va détenir la société à responsabilité limitée. Et on va diviser en un certain nombre de tokens qui vont être les parts qu'on voyait juste avant, donc de 51 $ par token. Et en fait, plus on achète de tokens et plus on a de parts dans cette propriété-là. Donc, voilà à peu près comment ça se passe pour acheter à plusieurs une même propriété sans avoir à démembrer en fait cette même propriété non fongible et en faire des sous-actifs. En fait. Parce qu'on va peut-être le voir rapidement, mais les sous-actifs, plus on les divise et plus on risque d'avoir des problèmes avec l'AMF. Parce que ça pourrait être très rapidement considéré comme une valeur mobilière. Donc là, l'idée était vraiment de se dire, voilà, on outrepasse cette problématique-là, on rentre dans la problématique des actions, et les actions donc, sont soit parfois considérées comme des valeurs mobilières, ou parfois elles bénéficient d'un régime d'exemption. Et j'ai l'impression que je ne connais pas assez le droit américain, mais j'ai l'impression qu'on est là sur plus un régime d'exemption qui permet aux gens en fait, d'acheter des actions sous forme de tokens et qui ne seront pas, donc, qui seront pas justement réglementées par l'AMF ou toutes ces autorités qui réglementent les valeurs mobilières. Donc là, très rapidement, c'est comment on insère des données dans un contrat, mais je pense que c'est un peu technique et il nous reste pas mal de choses à voir, donc je vais passer rapidement dessus. Mais il faut se dire qu'il y a deux types de comptes. Il y a des comptes contrats et des comptes détenteurs. Les comptes détenteurs, c'est les comptes des individus. Les comptes contrats, c'est là où on peut mettre toute l'information. Et c'est dans les comptes contrats, en fait, que justement, on va insérer tous ces documents qui vont être totalement nécessaires pour justement la preuve de la propriété et ainsi de suite. Donc là, la NFT, le métavers, la folie immobilière, pourquoi on en parle? C'est qu'en fait, très rapidement, là, il y a des gens qui dépensent des quarts de millions pour acheter des maisons et être le voisin de Snoop Dogg dans le métaverse. Donc, à la fois, c'est très cool et c'est vraiment marrant, mais on peut douter un peu de la pertinence. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que pour l'instant, c'est une forme de folie immobilière. Toutefois, revenons un peu au début de ce qu'est le métavers. Le métaverse a été créé, ou le concept a été créé dans les années 80, en 1992, à travers ce bouquin-là que vous pouvez voir de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Et en fait, le héros évoluait dans un univers où il arrivait petit à petit à rentrer dans Internet. Et dans cet univers Internet, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait des éléments sociaux, il y avait des éléments financiers. Donc, les caractéristiques principales du métavers, en fait, sont les suivantes. C'est avoir un espace numérique collectif, un espace social avec des fonctions économiques intégrées, avec la possession de biens virtuels et potentiellement
pas forcément, mais une forme de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. L'intérêt de tout ça, c'est que ça ne pouvait pas exister avant, en fait, que la chaîne de blocs existe, qu'on crée les NFT et les crypto-monnaies. Parce que tout ça a permis, en fait, de donner justement l'aspect économique et intégré et la possession des biens dans une sorte d'univers. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle là des métavers depuis récemment. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que ça a été créé vraiment pour les premiers fonctionnels, on va dire, ou en tout cas complètement décentralisés. Et voilà, donc comme partout, dès qu'on crée un monde, on va créer des interactions encore et les individus ont commencé à acheter des terrains, ont commencé à bâtir sur ces terrains. Et voilà, je vais vous montrer un peu plus tard comment des exemples en fait, de ces métavers déjà existants. Très rapidement, donc l'idée, c'est un peu de se dire pourquoi le métavers, c'est qu'en fait, c'est lié à ce qu'on appelle le Web 3. Le Web 3, c'est en fait un peu une évolution, on va dire, où au tout début, il y avait le Web 1 qui était les portails de l'information. On avait un URL, on avait des informations statiques. Puis après, il y a eu le Web 2, donc un web un peu social où on pouvait avoir des interactions. Mais ce web-là, il était détenu en fait par comment dire, il était détenu par des entreprises comme Google, Facebook ou autres qui en fait avaient le contenu de notre information et qui nous permettaient donc de communiquer, mais sur les plateformes qu'eux-mêmes détenaient. Et là, les gens ont commencé avec tous les scandales des dernières années à se dire non mais c'est pas possible, on ne veut plus de ça. Et on est passé en fait à une conception nouvelle, un peu plus, une étape un peu plus loin, où chaque individu peut maintenant être lui-même propriétaire d'un bout de ce web. Et c'est ce qu'on appelle le Web 3. Donc, dans le Web 3, il y a principalement de la décentralisation. On peut être nous-mêmes propriétaires de nos contenus, on est propriétaire de nos données. On peut monétiser en fait tous ces éléments-là. Alors qu'avant, justement, on avait de la gratuité contre nos données. Maintenant, nos données, on peut les vendre. Et donc, c'est un peu vraiment l'idée de se dire, on passe une étape au-dessus. Et dans cette étape au-dessus, voilà, il y a des manières de payer, donc, qui sont les portefeuilles crypto. On peut transférer les biens, les actifs, en fait, tout simplement. On a une identité qui est souveraine et interopérable, où on n'est pas obligé de dévoiler toute l'entièreté de nos données. On a aussi donc, du play to earn, on a des différentes expériences. En fait, on va dans un nouvel univers et là, on n'en est encore qu'aux prémices. Donc, on parle de quelque chose qui reste encore à créer et à découvrir. Donc, c'est tous ensemble, a priori, que ça va se faire. Donc, l'un des premiers métaverses qui existe est celui de Decentraland. Donc, dans Decentraland, c'est 90 000 terrains non fongibles. Chaque terrain est appelé land et correspond à une parcelle virtuelle de 16 mètres sur 16 mètres et dans lesquels en fait, les développeurs ont une capacité eux-mêmes à créer donc, ce qu'ils ont envie de faire. Là, on peut le voir, il y a une forme de casino. Là, il y a la shopping street où il va y avoir en fait, les gens qui vont mettre en fait, leurs différents habits virtuels ou toutes ces choses-là. Et comme vous pouvez le voir là en bas, il y a pas mal des places, des sortes de parcs, ou en tout cas différents endroits où les gens peuvent se balader. Et d'une manière très traditionnelle, les individus en fait, ont acheté principalement ou ont valorisé les terrains qui étaient près des grandes artères ou des grandes places vertes qu'on peut voir en se disant qu'il va y avoir du trafic parce que les gens vont passer par là et qu'acheter une propriété à cet endroit-là sera beaucoup plus valorisé. En fait, ils avaient oublié qu'on était dans un monde virtuel et que les gens se téléportaient d'une adresse à une autre. Donc, en fait, il y avait une sorte de problématique. C'est un peu pareil pour le voisin là, qui a acheté la maison à côté de celle de Snoop Dogg dans le métaverse, qui a payé une fortune, tout en n'imaginant pas qu'on pouvait directement se téléporter à la maison de chez Snoop Dogg et qu'on ne serait pas obligé de passer sur son terrain et que du coup, les publicités qu'il allait afficher sur son terrain ou des choses comme ça ne seraient pas forcément vues et il ne gagnerait du coup pas forcément d'argent. Donc voilà, donc c'est vraiment, faut réfléchir de manière à la fois différente et similaire. Et il faut toujours se poser la question du qu'est-ce qui diffère en fait entre notre propriété immobilière virtuelle et réelle, et du coup se rendre compte que les paradigmes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ensuite, un deuxième métavers, celui de Sandbox, qui est peut-être le plus connu. Et donc là, en fait, on voit que beaucoup d'entreprises ont acheté en fait différents terrains, donc plus ou moins gros, notamment Atari, qui est une grande boîte de jeux vidéo, MetaMask, qui est un portefeuille de crypto-monnaies. Enfin bref, il y a différentes personnes qui sont insérées dedans. Et donc, on peut y voir en fait des activités, des petits personnages un petit peu robotiques et des choses comme ça.
Donc voilà, ça c'est un peu des exemples de métaverse, de choses qui peuvent se faire à l'heure actuelle. Je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce qui pourra se faire un peu plus tard à travers ces choses-là. En termes d'immobilier, donc il y a deux tendances, on va dire, dans l'immobilier traditionnel, enfin pas traditionnel, mais dans l'immobilier relativement au métavers. C'est qu'il y a par exemple des entreprises comme le New World Development Company Limited, qui est l'une des 7 grandes entreprises immobilières qui a un monopole, ou plutôt qui forme un cartel à Hong Kong en matière d'immobilier. Et donc, l'une de ces 7 grandes entreprises a commencé en fait à acheter des terrains donc, dans le métavers pour en faire on ne sait pas encore quoi, mais potentiellement donc, de la construction, du développement ou je ne sais quoi. Ensuite, on a d'autres gens qui sont détenus par une société canadienne qui s'appelle tokens.com et qui, eux, ont pris vraiment le marché à contre-pied, qui ont en fait commencé tout simplement à créer une société immobilière virtuelle avec ses quartiers généraux, enfin plutôt son siège social dans le métaverse, et qui a en fait pour objectif de faire du développement immobilier. Donc, j'imagine qu'on aura peut-être moins d'agents immobiliers, plus de développeurs qui vont eux-mêmes en fait construire les différentes maisons qu'on va voir ou les différents immeubles qu'on pourra voir se construire sur les terrains. Ensuite, qu'est un autre élément assez important et un peu étrange. Alors, ce n'est pas forcément que le métavers qui va pousser à ça, mais c'est ce qu'on appelle les organisations autonomes décentralisées. Donc, c'est une organisation qui fonctionne principalement qu'à l'aide de contrats intelligents. Et cette organisation-là permet à tout individu de venir y accéder, mais elle a des règles claires, déjà un objectif en fait déterminé, qui permet donc aux individus de s'associer à une entreprise. Et quand on dit entreprise, c'est vraiment dans le terme on va quelque part, comme Christophe Colomb, justement, c'est là où est apparu le terme entreprise. Quand il a découvert les Amériques, on a dit que c'était une entreprise. Et en fait, l'entreprise, c'est le fait de faire quelque chose. Et donc, le DAO doit avoir un objectif très clair. Et si avec cet objectif clair, on va en fait suivre donc très, très rapidement les règles de gouvernance déjà préétablies, et chaque détenteur de jetons aura la capacité donc de voter en fait par la suite. Et les DAO sont parmi les meilleurs, comment dire, les meilleures, j'ai pas envie de dire, enfin, on va dire les meilleures entreprises qui seraient capables de gérer en fait des propriétés immobilières dématérialisées sans vraiment avoir un casse-tête, on va dire, juridique à l'heure actuelle, même si le DAO pose de nombreuses questions aussi en termes de droit des sociétés. Ensuite, donc voilà, on va passer sur les enjeux, puis on va venir aux questions. Donc, premier enjeu, c'est le bien immobilier. Comment est-ce qu'il va être qualifié? Est-ce que le token va être, lui, une sécurité? Est-ce que ce sera une utilité? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle classification des tokens? Si c'est une sécurité, malheureusement, on va avoir l'AMF qui risque de venir nous taper dessus, qui va demander des prospectus, qui va demander donc d'avoir des accréditeurs, enfin des personnes accréditées, je veux dire, donc comme des courtiers ou des choses comme ça, qui vont pouvoir en fait aller vendre donc le token. Quels seront les droits associés à ce token-là? Donc, comme on le disait, est-ce qu'il y a vraiment des droits de propriété, des droits d'usage, que ce soit un bien virtuel ou un bien physique? Ensuite, donc, le contenu de l'offre qui est faite relativement bien, donc il va vraiment falloir réussir à le déterminer, se dire que potentiellement, encore une fois, on n'a pas forcément tous les droits qui vont aller derrière, donc s'assurer donc de cette offre et du contenu de l'offre. Et enfin, faire gaffe à tout ce qui va être communication marketing, notamment si on a des chances que notre jeton ou notre NFT commence à être considéré comme une valeur mobilière. Parce que voilà, une valeur mobilière, en fait, c'est très rapidement venu. Et comme le dit l'AMF, en fait, il y a des jetons qui sont des jetons utilitaires. Donc, quand on dit utilitaire, ça veut dire qu'ils ont une réelle utilité, donc chercher de l'espace de stockage ou des choses comme ça, mais qui peuvent être aussi une valeur mobilière. Et on définit donc au Canada une valeur mobilière comme une personne un contrat qui permet, ou un contrat d'investissement va être défini comme une personne qui s'engage dans l'espérance de faire un bénéfice ou dans l'espérance d'un bénéfice qu'on lui fait entrevoir. Donc, c'est là où la communication est vraiment importante à maîtriser, parce que l'espérance du bénéfice peut facilement être mise en avant dans les communications en matière de crypto et de NFT. À participer donc au risque d'une affaire par le biais d'un apport ou d'un prêt. Donc, quand on donne de l'argent, des cryptos, là, on fait cet apport ou ce prêt.
Et enfin, donc, sans posséder les connaissances requises pour la marge de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marge de l'affaire. Donc, c'est là, encore une fois, où il y a encore beaucoup de risques. Comme vous le voyez, la plupart du temps, le fait d'acheter un token pourrait vraiment rapidement nous faire rentrer dans la catégorie du contrat d'investissement qui définirait du coup ensuite ce token comme une valeur mobilière. Donc, ça va être vraiment, vraiment dangereux, surtout quand on tokenise une propriété et qu'on essaye après de la subdiviser. C'est pour ça que je vous ai montré l'exemple de Realté, là, qui avait une société en surcouche. En fait, c'était pour éviter de rentrer dans le risque juridique lié au sous-actif, en fait, ou au token, ouais, à la enfin, au fait de partitionner un NFT. Ensuite, il va y avoir les enjeux donc, relativement importants de connaissance du client, donc avec l'identification des parties, tout ce qui va être de l'AML KYC, notamment les agents immobiliers au Québec ont certaines obligations quand ils votent plus de 5 maisons par an ou des choses comme ça. Il y a diverses obligations liées en fait, à la connaissance du client, au respect des règles justement pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour lutter contre le financement du terrorisme et tout. Donc, ça va être des choses aussi importantes à garder en tête, surtout quand on est agent immobilier et qu'on opère dans certains pays ou dans certaines provinces au Canada. Je ne suis pas sûr que ce soit la même règle partout. Et en soi, donc, ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les droits d'achat sur le territoire où se situe le bien immobilier. Il faut savoir qu'il y a différentes provinces canadiennes qui interdisent en fait à des personnes, donc soit étrangères ou pour des montants au-dessus de certains montants, autre chose comme ça, d'acheter en fait. Donc il faudra toujours avoir cette capacité à se dire voilà, est-ce que mon acheteur a le droit d'acheter sur le territoire dans lequel je suis? Et donc ça, c'est une autre chose à prendre en compte. Et enfin, il y a la question du paiement des impôts. Donc qui va être responsable du paiement des impôts, surtout quand on est plein de personnes au sein, donc soit d'une organisation autonome décentralisée ou d'une entreprise dont on a tokenisé la propriété. Bref, à la fin, qui va être responsable de toutes ces choses-là? Donc, la connaissance du client peut être vraiment importante et vraiment nécessaire dans le domaine. Ensuite, il y a la question de la responsabilité, parce que, comme vous pouvez le voir ci-dessous, là, c'est un peu vraiment le chemin que peut prendre une forme de contrat intelligent. Et donc, il y a les parties qui s'entendent, il y a les avocats ou les notaires qui s'entendent donc sur le contenu du document. Il va y avoir le développeur qui va lui-même transcrire en fait, de manière numérique le contenu de ce document-là, qui va après le publier sur la chaîne de blocs. Et la chaîne de blocs elle-même va avoir des interactions avec un oracle. Donc l'oracle, en fait, c'est parce qu'une chaîne de blocs, elle est aveugle. Elle ne connaît pas son environnement. Elle connaît que ce qui se passe au sein d'elle-même. Et l'oracle va être un peu comme les yeux de cette chaîne de blocs qui va permettre de ramener de l'information en fait, du monde extérieur au sein de la chaîne de blocs. Et là, donc, on peut voir en fait à peu près les 3 personnes qui vont avoir une certaine responsabilité s'il y a une problématique avec le contrat intelligent notamment ou avec l'exécution du contrat intelligent. Et donc, ce sera potentiellement la responsabilité donc, des notaires ou des avocats, la responsabilité des développeurs ou la responsabilité de l'oracle. Donc ça, c'est vraiment une vraie problématique. Et c'est pour ça qu'on conseille, en fait, la plupart du temps aux gens de tester comment dire, leur contrat intelligent sur des virtual machines, comme notamment celle d'Ethereum, qui en fait permettent de faire des tests et de s'assurer en fait de la qualité, on va dire, de notre contrat intelligent. Ensuite, il va y avoir donc la question de la qualification juridique des organisations autonomes décentralisées. Tristement, au Canada, elles n'existent pas, elles ne peuvent pas être qualifiées et le plus simple à l'heure actuelle, ce serait de les qualifier comme des sociétés en participation parce qu'elles n'ont pas de directeur, les actionnaires sont les détenteurs des jetons, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a aucun organisme, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a rien. Donc, on peut aller chercher la responsabilité, va être compliqué. Les actionnaires sont la plupart du temps anonymes parce qu'ils ont acheté donc depuis leur portefeuille des cryptos et ont acheté après ces tokens-là. Mais on ne sait vraiment pas leur identité. Donc, il va y avoir vraiment des problématiques. Et qui dit société en participation dit qu'en fait, chaque personne qui est détentrice d'une part de la société est elle-même responsable de certaines choses. Donc, en fait, théoriquement, à l'heure actuelle, chaque personne donc, qui a acheté des parts d'un DAO est potentiellement responsable en fait, des actions de cette société-là et pourrait voir sa responsabilité engagée alors qu'elle a juste 1 millième ou 1/10 millième de cette entreprise-là. Donc, il faut vraiment faire attention ou essayer de trouver des techniques où en fait il y aurait une sorte de trésor qui serait
sous une forme de société qui aurait pour rôle de répondre à toutes les obligations en fait, légales de l'organisation autonome décentralisée. Bref, ça, c'est quelque chose sur lequel les juristes continuent à réfléchir énormément. Et il y a certaines pistes de réflexion et je serais ravi d'être invité une nouvelle fois pour parler un peu plus de ce sujet-là. Et ensuite, donc, il y a le dernier enjeu juridique avant les questions qui est celui d'un cadre réglementaire clair. C'est beaucoup de nouvelles technologies, il y a beaucoup de concepts qui ne s'insèrent pas forcément au sein d'un droit actuel. Et donc, il va y avoir vraiment un peu toutes ces questions donc, en termes de transactions, en termes de fiscalité, de qualification de l'actif numérique ou de la qualification des jetons en tant que tels. Donc, voici à peu près pour la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment.